Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un document vraiment fascinant. Le rapport Global Trends 2040, qui est publié tous les 4 ans par le Conseil national du renseignement américain. Mhm. Et attention, ce n'est pas une boule de cristal, hein. L'idée, c'est pas de prédire l'avenir, mais plutôt d'identifier les grandes lames de fond, celles qui vont sculpter notre monde dans les 20 prochaines années. Exactement. C'est un outil pour aider à voir un peu au-delà de l'horizon. Et ce qui est très utile dans ce rapport, c'est sa structure. Oui, Il commence par ce qu'il appelle les forces structurelles, en gros, les fondations de notre futur. Ensuite, il regarde comment les sociétés, les gouvernements réagissent. Ce sont les dynamiques émergentes. d'accord. Et pour finir, il nous projette dans 5 scénarios possibles pour 2040. Pas pour dire voilà ce qui va arriver, mais plutôt pour ouvrir le champ des possibles. D'accord. Alors, plongeons dedans. Ces fameuses forces structurelles, il y en a 4. On commence par la démographie. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est ce monde à deux vitesses. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. D'un côté, on a les économies avancées. L'Europe, le Japon, mais aussi la Chine, qui font face à un vieillissement accéléré. Et même une diminution de la population active. Oui, et ça pose des questions énormes sur leur croissance, le financement des retraites. Et de l'autre côté du miroir, Evelyne, De l'autre, on a l'Afrique subsaharienne, une partie de l'Asie du Sud, avec des populations incroyablement jeunes. ah oui, Pour donner un chiffre qui frappe, l'âge médian en Afrique subsaharienne en 2040, ce sera 22 ans. 22 ans. Comparez ça à plus de 45 ans dans la plupart des pays européens. C'est un potentiel de créativité immense. Mais j'imagine que c'est aussi un défi colossal. Il faut créer des emplois, des écoles, assurer la stabilité. C'est exactement ça. Le rapport parle d'un décalage majeur qui sera un moteur puissant de tension. Si les opportunités ne suivent pas, c'est une source d'instabilité. Et de pression migratoire vers un nord vieillissant qui, lui, aura besoin de main-d'œuvre. Cette friction est une des clés donc. Et toute cette population, qu'elle soit jeune ou vieille, elle vit sur une planète qui change. Ça nous amène à la deuxième force, l'environnement. Là-dessus, le rapport est assez direct. Oui, il ne mâche pas ses mots. Le changement climatique, ce n'est plus une menace pour demain, c'est une réalité d'aujourd'hui qui va s'amplifier. Le rapport juge quasi certain qu'on dépassera le fameux seuil de 1,5 degré de réchauffement d'ici 2040. D'accord. Donc la question n'est plus de savoir si on doit s'adapter, mais comment. C'est ça. Et concrètement, s'adapter, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire des vagues de chaleur plus intenses, plus longues. Ça veut dire des événements météo extrêmes, inondations, sécheresses qui seront plus violents. Et surtout, une insécurité alimentaire et hydrique qui va s'aggraver. J'ai noté un terme qui fait un peu science-fiction dans le rapport, la géo-ingénierie. Oui, et ça l'est de moins en moins. La transition vers le renouvelable s'accélère, mais pour certains, c'est trop lent. Du coup, l'idée de la géo-ingénierie, c'est de manipuler le climat à grande échelle pour refroidir la planète. Manipuler le climat, c'est fascinant et terrifiant à la fois. On parle de jouer aux apprentis sorciers. Les risques sont immenses et, en fait, très mal compris. Ça pourrait perturber les régimes de pluie, créer des sécheresses ici pour sauver une région là-bas, et ça ouvre la porte à des conflits d'un genre totalement nouveau. Si un pays décide de faire ça tout seul dans son coin, Exactement. Ça pourrait devenir une source de tensions géopolitiques majeures. des tensions qui s'ajoutent à un contexte économique déjà compliqué. C'est la troisième force, l'économie. On sort à peine de la pandémie et la dette publique a explosé partout. Oui, et cette dette, elle va réduire la marge de manœuvre des gouvernements de façon considérable. Quand il faudra investir massivement dans la transition écologique ou dans la santé, beaucoup d'États auront les mains liées. Et en même temps, le commerce mondial change, lui aussi. On s'éloigne de la mondialisation qu'on a connue. On va vers une mondialisation plus fragmentée. L'OMC a du mal à imposer des règles communes, donc on voit plein d'accords régionaux, des blocs qui se forment. Et puis, le pouvoir économique se déplace. Le rapport parle de superstar firms, ces géants de la tech qui fonctionnent presque comme des États. Oui, il façonne les flux de données, d'argent, d'influence. Tout à fait. Et en même temps, le centre de gravité économique continue de basculer vers l'Asie. Pas seulement la Chine d'ailleurs. Le rapport insiste beaucoup sur la montée de l'Inde, de l'Indonésie. D'accord. Un monde de plus en plus multipolaire, économiquement. Voilà. Et le moteur de tout ça, c'est bien sûr la dernière force structurelle, la technologie. Et là, le rapport est sans équivoque. La technologie des 20 prochaines années, c'est l'intelligence artificielle. C'est la technologie qui va tout transformer.
Le rapport la compare à l'électricité ou à l'imprimerie. Il y a une étude citée qui est assez parlante. D'ici 2025, donc demain, l'automatisation pourrait déplacer 85 millions d'emplois, Waouh! mais en créer 97 millions de nouveaux. Ah, donc ce n'est pas tant une destruction nette qu'une redistribution massive des compétences. C'est un défi de formation énorme. Un défi de transition gigantesque, et c'est une révolution à double tranchant. D'un côté, des promesses incroyables, et de l'autre, des risques majeurs. Lesquels, par exemple? Le rapport dit « la donnée sera reine », donc une compétition acharnée pour son contrôle. Ce qui soulève les questions de surveillance de masse, de désinformation avec les deepfakes. Et la guerre aussi, j'imagine. Bien sûr, la transformation de la guerre avec les armes autonomes. C'est déjà un axe central de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Maîtriser l'IA, c'est s'assurer une avance pour des décennies. D'accord, donc si on récapitule, démographie fracturée, environnement sous pression, économie endettée et une technologie révolutionnaire. On sent bien que ça crée des frictions partout. Le rapport dit qu'on entre dans un monde plus contesté. C'est l'expression, oui. Et cette contestation, elle se joue à tous les niveaux. D'abord, au sein même de nos sociétés. C'est là qu'intervient ce chiffre que j'ai trouvé saisissant sur le trust gap, l'écart de confiance. Oui, le rapport décrit des populations désenchantées, informées et divisées. Et ce chiffre, l'écart de confiance dans les institutions entre le public informé, plus riche, plus éduqué, et la masse populaire, il est passé de 5 points en 2012 à 16 points en 2021. C'est un gouffre. C'est un gouffre. Et dans ce climat de méfiance, les gens se replient sur des identités qu'ils jugent plus sûres, Ethnique, religieuse. ou même des communautés en ligne. Et l'environnement numérique, avec ses chambres d'écho, amplifie ce phénomène. La polarisation, en fait, elle est nourrie par ces dynamiques. Ce qui doit rendre le travail des gouvernements presque impossible, c'est le deuxième niveau de contestation, la relation entre les citoyens et l'État. C'est le grand paradoxe. Il y a un décalage croissant entre ce que les gens attendent et ce que les gouvernements peuvent faire. Les citoyens demandent plus de protection, plus de services. Mais les États ont moins de marge de manœuvre, comme on l'a vu. C'est une situation explosive. La recette parfaite pour l'instabilité politique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche tout le monde. La démocratie est en érosion, c'est vrai, mais le rapport précise que les régimes autoritaires sont aussi très vulnérables. Ah oui. Pourquoi? Ils sont souvent minés par la corruption, la dépendance à une seule ressource, et ils utilisent la technologie pour la surveillance, mais la population utilise ces mêmes outils pour s'organiser et contester. Personne n'est à l'abri. Ce qui nous amène logiquement au troisième niveau, les relations entre les États. Et là, l'axe central, c'est la rivalité États-Unis-Chine. C'est le paramètre qui structure tout. Mais, et c'est un point crucial du rapport, ce n'est pas une nouvelle guerre froide. Le monde n'est plus bipolaire. Qu'est-ce qui est différent? D'abord, l'interdépendance économique est beaucoup plus profonde qu'à l'époque de l'URSS. Un découplage total est presque impossible. Et puis, il y a beaucoup plus d'acteurs influents. L'Union européenne, l'Inde, la Russie, le jeu est plus complexe. Et la compétition ne se joue plus seulement sur le terrain militaire. Exactement. Elle est partout. Sur les standards techniques de l'IA, dans l'espace informationnel, pour le contrôle des chaînes d'approvisionnement. C'est une rivalité plus diffuse qui rend le monde plus incertain. Alors, avec toutes ces tensions, comment est-ce que ça pourrait évoluer? C'est là que le rapport propose ces 5 scénarios pour 2040. Le plus optimiste, c'est renaissance des démocraties. Ça ressemble à quoi? C'est un monde où les démocraties menées par les États-Unis réussissent à surmonter leurs divisions. Grâce à un boom technologique, elles relancent leur économie, ce qui leur donne les moyens de s'attaquer aux grands défis et de prouver que leur modèle est plus attractif. C'est le scénario du comeback. D'accord. Et à l'opposé, il y a un monde à la dérive, ça sonne beaucoup moins bien, c'est le chacun pour soi planétaire. C'est ça, le système international est sans leadership. La Chine est peut-être la première puissance, mais elle se concentre sur ses problèmes internes, elle refuse le rôle de leader. Les États-Unis sont repliés sur eux-mêmes, du coup les problèmes globaux s'aggravent sans aucune réponse. C'est le scénario du chaos lent. Entre les deux, il y a la coexistence compétitive, une sorte de statu quo tendu. Un peu. Les États-Unis et la Chine comprennent qu'une guerre serait désastreuse. Donc ils maintiennent des liens économiques forts, mais se livrent une compétition acharnée pour l'influence, la technologie. C'est un monde de méfiance, mais où la rationalité économique l'emporte. Le quatrième scénario, silos séparés, est plus sombre, je trouve. C'est la fin de la mondialisation. Oui,
Le monde se fracture en blocs qui se tournent le dos. Un bloc américain, un bloc chinois, un bloc européen. Chaque bloc vise l'autosuffisance, protège ses technologies. C'est un monde moins riche, moins innovant et beaucoup plus dangereux. Et le dernier, tragédie et mobilisation. Il est paradoxal, celui-là. Il commence par une catastrophe. Pour aboutir à une coopération forcée, c'est l'idée que seule une crise mondiale immense pourrait nous forcer à travailler ensemble. Le rapport imagine une catastrophe alimentaire globale due au climat. Ce choc agit comme un électrochoc et pousse à la création d'une coalition mondiale inédite pour mettre en place des changements radicaux. C'est une vision assez pessimiste de la nature humaine, finalement. Il faudrait une tragédie pour nous rendre raisonnables. C'est ce qui est fascinant. Ces scénarios montrent que l'avenir est ouvert. Il dépendra des choix qui seront faits, surtout en temps de crise. Mais la seule certitude, c'est que le statu quo n'est pas une option. Le monde de 2040 ne ressemblera pas à celui d'aujourd'hui. En résumé, ce rapport nous dépeint un avenir intense où la contestation sera la norme, que ce soit dans nos rues, nos parlements ou aux Nations Unies. Absolument. Et pour moi, la question la plus profonde que ça soulève, c'est ce décalage entre les problèmes, qui sont globaux, et les institutions qu'on a pour y répondre, qui sont encore nationaux. Si l'État-nation a de plus en plus de mal à gérer seul le climat ou l'IA, la question pour les prochaines décennies, ce n'est peut-être pas seulement quelle nation va diriger le monde. Ouais. Mais plutôt, Allez, à quel niveau la gouvernance la plus efficace va-t-elle émerger? Seront-ce les villes, des coalitions d'entreprises et d'ONG? C'est peut-être là que se jouerait une partie de l'avenir, en contournant parfois les États traditionnels.